Je m'appelle Philippe Williams, donc vous avez déjà deviné que je ne suis pas de langue maternelle française, mais je vais essayer de faire ma présentation sans massacrer la langue de Molière, si possible. Je suis Scrum Master chez Intergraph. Okay. Petite information sur qu'est-ce que c'est Intergraph. Voilà, c'est mieux. Je vais bouger un peu parce que je n'aime pas rester dans un seul endroit. Il faut que je bouge. Bon. J'ai des diplômes en mathématiques et informatique. Bon. Une chose que je voulais dire, que j'ai commencé ma carrière chez General Motors. General Motors, à cette époque-là, c'est juste au moment où Toyota commençait à faire des ravages en prenant des parts de marché de General Motors avec ses méthodes Lean et Kanban. Donc maintenant, je me trouve en cercle complet. Après, j'ai passé quelques temps chez EDS, qui maintenant appartient à HP. Et puis, après EDS, je me trouve chez Intergraph. Pendant ce moment-là, Intergraph était une société indépendante, mais elle vient d'être rachetée il y a quelques années par un groupe suédois qui s'appelle Hexagon. Moi, j'ai passé 20 ans chez Intergraph dans plusieurs rôles. Ce n'est pas vraiment l'importance de la présentation, donc juste pour vous informer un peu mon background. Hexagon, il faut que je dise un peu plus sur Hexagon. C'est un groupe suédois, mais c'est une grosse société que très peu de gens connaissent, entendent le nom, mais quand même, il y a 12 000 employés dans le monde. Ils ont un chiffre de vente de 2 milliards d'euros par an. Et ils ont des marques autres que Intergraph, mais d'autres marques que peut-être vous connaissez, comme Leica, d'autres, peut-être Romer aussi, vous avez fait des choses de mesure, des choses comme ça à la maison, etc. Bon, il y a beaucoup de sociétés chez Hexagon, c'est juste pour vous donner un exemple, la taille de la société Hexagon. Intergraph, parce que je voulais plutôt d'Intergraph. Intergraph, quand même, filiale maintenant de Hexagon, et 4000 employés dans le monde. La majorité des employés sont aux États-Unis, aux Amériques en fait. Et puis il y a à peu près un quart qui sont en Europe, puis le reste dans l'Asie. Donc ce n'est pas une petite société, même si vous ne connaissez pas le nom forcément. Donc Intergraph elle-même a des filiales, des bureaux dans 60 pays du monde. C'est un peu d'informations sur la société, mais c'est très important après, vous allez voir pourquoi. Bon, Intergraph elle-même, ça a commencé et c'est toujours un éditeur logiciel qui est pour la CO. Il y a deux divisions, deux parties de marché, si vous voulez, pour la CO. Une partie qui est l'ingénierie des sociétés, qui est forcément c'est pour les gens qui veulent concevoir des usines, mais aussi des bateaux. C'est un peu difficile, mais si vous pensez un peu mieux qu'est-ce que c'est une usine, qu'est-ce que c'est un bateau, qu'est-ce que c'est une plateforme pétrolière, c'est quasiment la même chose. Donc, ils utilisent nos logiciels pour concevoir, mais aussi pour la maintenir ces choses-là. Donc, nous portons sur des grands projets, sur des gros clients pendant de longues périodes. Nous avons aussi une deuxième division. Moi, je travaille pour PPM. Mais nous avons aussi une deuxième division qui s'appelle SGI, donc Security, Gouvernement et Infrastructure, qui est plutôt orientée vers la cartographie sur les solutions qui sont utilisées pour des sociétés utilitaires comme EDF, GDF, pour désigner où vont les tuyaux dans le monde. Mais aussi, c'est utilisé dans des applications militaires. Et militaire aussi dans une notion que vous ne pouvez peut-être pas imaginer tout de suite. Par exemple, nos solutions de cartographie sont utilisées par les sapeurs-pompiers de Marseille pour gérer les ambulances, les urgences, parce qu'ils ont sur des écrans les cartes de la ville et ils savent où se trouvent les véhicules des pompiers. Ils peuvent les envoyer tout de suite et coordonner l'action de ces véhicules. Donc c'est une autre application de la cartographie. Donc c'est un peu la blabla d'Intergraph. Je vais parler de PPM, parce que c'est PPM qui a lancé le projet Scrum Agile en premier. Et puis, PPM, son siège est à Huntsville, qui est aux États-Unis, dans l'Alabama. Bon,
pas la most sexy place du monde, mais c'est comme ça parce que Huntsville, Alabama, c'est où se commence NASA, où se commence le programme spatial pour les Américains. Donc, et c'est pourquoi Intergraph avait son siège là-bas et ça a toujours resté là. Ils ne sont pas suivis NASA à Floride, ils sont restés à Huntsville. Bon, je préfère qu'ils sont restés plus à Floride, mais bon, ils ne sont pas faits. PPM, c'est 1300 employés dans le monde. Et sur ces 1300 employés, il y a quand même 500 employés qui sont dédiés à le développement de nos produits. C'est-à-dire des développeurs, des gens qui sont dans le support et qui sont là pour produire nos logiciels. Donc, c'est sur 8 pays et dans les 4 continents. Alors, pourquoi on a fait Scrum? Imagine que tout le monde dans la salle est d'origine française ou de langue maternelle française. Imaginez-vous, il y a 10 ans en arrière, on allait commencer un nouveau projet, une nouvelle version de notre logiciel. Vous êtes des chefs de projet français, chinois, indiens. Vous ne savez pas la langue de Shakespeare comme votre langue maternelle, mais vous êtes dans une société anglo-saxonne où on parle que de l'anglais pour le process du métier. On avait chaque semaine une réunion avec le directeur technique qui se trouvait aux États-Unis pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour le nouveau projet. Et c'était un peu comme ça. Si j'ai un peu de temps. Ah. Oui. Plenty of this. Another thing, we want it now. I want it yesterday. I want more tomorrow. And the demands will all be changed then, so stay awake. So I hope you all got that. You're taking your notes and you're ready to reply to the next question that comes from the... Pardon, je fais exactement ce que j'ai fait au bureau quand on passe d'anglais en français. Pardon. J'espère que vous avez tout suivi. C'était facile. Cette personne, c'est un comédien écossais. Mais bon, c'était un peu comme ça. Au bureau, ici à Paris, qu'est-ce qui se passait? On avait des autres chefs de projet qui étaient dans la même réunion. Mais après la réunion, après 5 ou 10 minutes, ils étaient moins en moins dans la réunion parce que c'était des téléconférences. Donc, le directeur technique, il ne voyait pas qui était assisté aux réunions. Donc, à la fin de chaque réunion, c'était moi qui était tout seul. Et à la fin de la réunion, tous les chefs de projet venaient me demander alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Parce que c'était impossible de gérer nos projets à l'échelle mondiale avec le système qu'on avait. Donc, je vais voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Notre parcours, ça a commencé en 2007. 2007, qu'est-ce qu'on a... J'ai dit, le projet avait déjà commencé pendant quelques années, mais on a vu qu'on avait des problèmes pour gérer le nombre de personnes qui travaillent sur le projet. L'ambiance, surtout dans un gros filiale comme Huntsville, c'était pas super. On avait l'impression que le projet n'avançait pas suffisamment. On avait déjà des clients. Donc les gens, la direction aux États-Unis ont décidé de voir qu'est-ce qu'il y avait de plus qu'on pouvait faire pour gérer nos projets. Ils avaient sorti des guides pour gestion de projet, mais ça ne marchait pas. Donc ils en cherchent un peu partout. Il y en a quelques managers au placé qui sont allés voir ils ont allé voir des conférences de Scrum. Et ils ont vu que ça marchait dans les autres entreprises. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On va voir qu'est-ce que ça peut donner chez nous. Donc, ils ont embauché une personne, Bob Schatz, qui, en tant que coach externe, donc il n'est pas employé d'Intergraph, mais venu en consultant pour nous expliquer qu'est-ce que Scrum et voir qu'est-ce que ça pouvait faire chez nous. Et pourquoi lui et pas Ken Schwaber ou Jeff Sullivan? C'est parce que lui, il avait déjà travaillé dans des projets similaires, dans des problèmes de solutions d'ingénierie que nous travaillons pour notre société. Donc, on a utilisé pour nous aider. En janvier 2008, ça a commencé. Une grande différence que j'ai vue avec d'autres projets d'autres entreprises, c'est que le management de développement, on crée tout de suite la première équipe Scrum.
pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on avait le CDO, le Chief Technical Officer, plus ses managers directs qui ont créé une équipe Scrum pour voir, comme projet, le déroulement de Scrum dans l'entreprise. Donc, on a déjà commencé avec une méthode Scrum agile pour implémenter Scrum chez Intergraph. Ils n'ont pas lancé tout le monde tout de suite, ils ont créé 2 équipes pilotes, mais ces 2 équipes pilotes étaient des équipes qui travaillaient sur des parties du système qui étaient très difficiles, qui avaient beaucoup de problèmes chez les clients. Donc ces 2 équipes, qui s'appellent Squid et Sprinters. Après, en février-mars 2008, ils ont vu que les 2 équipes, première équipe, ça allait de marcher, donc ils ont invité, parce qu'on parle ici d'agile. Ce n'était pas une direction qui disait, voilà, tout le monde maintenant va aller faire Scrum. Ils ont laissé des équipes décider elles-mêmes si elles voulaient adapter cette nouvelle méthodologie qu'ils avaient décidé d'utiliser. Et en plus, les nouvelles équipes pouvaient être en dehors du siège, parce que les 2 premières équipes étaient dans le siège. Pour une raison tout simple, l'équipe de management voulait bien suivre de jour au jour qu'est-ce qu'ils faisaient. D'avril à mai, ça a commencé un peu comme un boule de neige. Le management, donc CTO et son équipe, ils ont fait une présentation à toutes les différentes équipes qui sont partout dans le monde pour expliquer Scrum, Agile, XP, qu'est-ce que ça va faire pour eux, est-ce qu'ils étaient intéressés à le faire. Et après, pendant l'essai, les différentes filiales dans le monde qui faisaient du développement décidaient sinon ils voulaient adapter Scrum. Et à la fin, en 2008, non, pas à la fin, mais à la fin de 2008, on était déjà à 22 équipes Scrum. Donc, sur 7 sites dans le monde, avec plus de 150 personnes. 2009, déjà à 42 équipes, 7 sites, avec 360 personnes. 2 ans plus tard, après le début, toutes les équipes de développement ont décidé d'adopter Scrum. Il y avait une seule équipe. Il y avait des équipes qui traînaient au départ, qui n'étaient pas très chaudes, pour des raisons qu'on peut regarder plus tard, pour des personnels, etc. Mais à la fin, tout le monde l'a fait. Donc on avait en février 2010, 63 équipes Scrum chez Intergraph. Comment on a fait pour faire tellement d'équipes dans très peu de temps? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a formé tout le monde sur Scrum. Il n'y avait pas qu'un Scrum Master qui est parti en formation, il n'y avait pas que quelqu'un qui est parti au Product Owner. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une sorte de modèle pour les équipes qui voulaient adopter Scrum, un modèle d'engagement et de formation qui durait 2 jours. Donc le premier jour, c'est la théorie pour les gens, parce qu'il y avait quand même des gens qui savaient qu'est-ce que c'est Agile, Scrum, etc., mais il y avait beaucoup plus de gens qui ne savaient pas. Donc, on a créé une formation interne pour tous les développeurs. À l'époque, on a dit, si vous voulez être un membre d'un équipe Scrum, il faut suivre cette formation-là. C'est une formation qui a été organisée avec Bob Schatz, avec notre coach interne, Hans Sommers. Donc, c'était théorie, donc on a introduction de Scrum, Agile, etc. Qu'est-ce que ça fait, comment faire la planification d'un projet pour l'équipe. Pas le projet global, mais pour l'équipe. Les notions des thèmes utilisés. Cette formation était en anglais. Juste ici, j'ai remarqué aujourd'hui que beaucoup de gens utilisent les thèmes anglo-saxons. Mais moi, avec mon équipe à Paris, on a regardé sur Scrum.org pour voir la traduction des thèmes, pour avoir un peu comprendre comment on parle de définition de done, mais il y a aussi d'autres équipes qui parlent de définition de compléter. Donc, je vais utiliser un peu les 2 thèmes pour qu'il n'y ait pas de confusion sur les trucs. Sur les thèmes qu'on utilisait. Parce qu'ici, j'ai marqué que beaucoup, quand on parle de definition of done, on parle de backlog, etc. Mais quand on regarde l'introduction, il y a carnet pour backlog, etc. Donc, ça. Donc, vous allez peut-être voir les 2 thèmes à chaque fois pour éviter la confusion. La deuxième chose de la formation, c'est la pratique. La pratique, c'est l'équipe. Comment former l'équipe? Qu'est-ce que le projet de l'équipe? Comment ils vont mettre en place le carnet, donc le backlog? Et, bien sûr, le plan pour le premier sprint. Parce que
pour les équipes qui s'engagent dans ce Scrum chez Intergraph, c'était tout de suite le premier sprint. Et on avait un petit module sur les spécificités de Scrum chez Intergraph. Ce n'est pas du Scrum mais, c'est pour Scrum but, mais juste l'infrastructure qu'Intergraph a créée pour aider ses équipes Scrum. On va regarder ça un peu plus tard. Et bien sûr, le troisième jour, ils lançaient tout de suite dans un sprint. Ils n'avaient pas de délai, c'était tout de suite. C'était ça l'engagement pour l'équipe. Avec le temps et aussi avec le temps et aussi avec les différents rôles, on a créé aussi, pas créé, on a fait des formations Product Owner, Scrum Master, mais aussi maintenant ça fait quelques années, donc on a aussi des formations de remise à niveau parce que ça parfois des pratiques, ça use, ça oublie, les Scrum Bots, les gens qui oublient un peu. Et puis, on fait la formation continue. C'est-à-dire qu'on a un site qui permet les gens d'apprendre plus sur Agile, sur les autres techniques, pas que sur Scrum. Aujourd'hui, 2012, nous avons déjà formé, vu passer, 74 équipes produits, plus 11 équipes qui ne sont pas directement sur le développement des produits, mais qui sont dans les services annexes, marketing, informatique, ou des services chez les clients. J'ai parlé tout à l'heure de 63 équipes, ça c'était en 2010. Les équipes sont vendues, d'autres sont créées. Maintenant, on est à 74, plus 11 équipes non produites. Il y a deux autres équipes dans l'entreprise qui ne sont pas adaptées Scrum, mais ils ont vu des techniques, des méthodes au principe agile, ils ont adapté ça aussi juste pour vous montrer comment on est. Donc, l'organisation est vraiment convertie à cette méthode de travail. Alors, la première action qu'on a essayé de proposer Scrum aux équipes de développement, il y a des gens qui ont parlé du discours de Gaulle sur l'ONU. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais quand j'ai présenté ça à mon équipe, je dis c'est de Gaulle, ce truc-là. C'était juste pour inventer un peu la réaction tout de suite des gens. Ils ont dit, Scrum, c'est quoi? C'est encore machin management. Qu'est-ce qu'ils ont dans nous imposer? Qu'est-ce que ça donne pour nous? On a essayé d'expliquer que ça a changé d'une façon très dirigiste de développer pour un système qui a un esprit d'équipe. Que ça qu'on a vu, qui est la première chose qu'on a vu tout de suite, c'est l'esprit d'équipe qui existait un peu, mais pas tout à fait. Donc on a laissé chaque équipe créer sa propre identité pour trouver parce que si une équipe dit on veut qu'il y ait un esprit quelque chose qui mette l'équipe ensemble, qui crée quelque chose. Donc on a laissé les gens assigner à chaque équipe le nom qu'ils voulaient. Bon, l'équipe, le nom devait être vérifié quand même par le coach interne de la société parce que parfois, comme j'ai dit, on a des équipes en France, en Europe, en Chine, en Inde, aux États-Unis. Une équipe en Inde qui voulait utiliser le nom Ariane, qui, pour l'équipe qui est en Israël, n'a peut-être pas la même connotation. Donc, on a dit que chaque nom doit être vérifié par le coach. On a laissé les équipes organiser les espaces de travail comme ils pouvaient. On a quand même des filières partout. Tout le monde ne peut pas être en open space. C'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément être dans le même bureau. Donc, on a laissé un peu de liberté d'organiser l'espace. On encourage d'être dans le même endroit, même espace de travail, mais ce n'est pas toujours pratique, pour beaucoup de raisons. L'esprit d'équipe, c'est un point de ralliement. Qu'on a dans le match de foot, un match de rugby, c'est les bleus, on appelle. Donc, on voulait qu'ils aient un nom qui fait un point de ralliement pour les équipes. Donc, on laisse les équipes choisir les noms. Les noms, c'est un peu partout. Il y a des artisans, Cube, Black Pearls, Spliners, les Borg. Et c'est eux de décider les noms. Les Borg. Les Borg, eux, ils sont comme ça. C'est une équipe classique Scrum. Ils ont des tableaux derrière. Mais eux, ils s'amusent. Ils suivent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils suivent la règle numéro 6. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave, mais juste, il ne faut pas se prendre trop au sérieux au travail. Il faut s'amuser de temps en temps. Ce n'est pas que du boulot, c'est que du boulot, plutôt. Donc, la règle, c'est qu'il faut aider. Donc, l'infrastructure, les spécificités de chez nous, on a créé des sites ainsi qui
qui permet les équipes de créer leur propre site wiki. On a juste quelques petites règles de base, c'est que l'équipe doit avoir son nom, un lien vers son tableau de bord, son carnet et la liste des membres. À part ça, ils peuvent y faire qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc ça, il y a un site sur le siège où on peut connecter pour voir où sont les équipes, qu'est-ce qu'ils font, et le progrès le carnet de chaque sprint et le produit sur lequel ces équipes travaillent. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais... Oh, pardon, ça s'en va. On a des équipes ici. Haïfa c'est en Israël. On a des gens à Hyderabad en Inde. On dit Huntsville, on vient de parler. Hampton, c'est une ville à côté de Washington aux États-Unis. Donc on a des équipes partout. Mais ils viennent tous faire ce site-là pour se communiquer. Voilà des exemples de sites créés par des équipes. Ça, c'est une équipe en Corée du Sud. C'est une équipe très minimaliste, très fonctionnelle. Et c'est ce qu'ils font. Et ça les convient. Ça, c'est des cubes. Une autre équipe ici, qui s'appelle Black Pearl, c'est une équipe qui a un site fantaisiste. Ils font quand même le boulot, ils font bien le travail, mais ils ont décidé d'avoir un site un peu plus exotique. Il y a beaucoup plus d'animation que ça, mais c'est juste pour donner un exemple. On a une équipe ici en France qui s'appelle des Spliner pour des baseplines. C'est une équipe qui fait des mathématiques. Donc ça, c'est le site. Alors, on a étalé... Je vais maintenant un peu vous expliquer qu'on a subi cette transition. Parce que quand même, on a un système très dirigiste, très hiérarchisé, c'est ça le mot, vers les méthodes agiles et Scrum. Donc, la transition. La transition chez Intergraph, la filiale PPM, c'est d'abord une question de personnes. C'est les gens. On n'est pas dans une usine. C'est le plus important dans tout ça, c'est aider les personnes à faire la transition d'une ancienne méthode vers une nouvelle. Nous, on était plutôt waterfall avant. Donc, on est passé waterfall vers agile. C'était pas tout facile au départ. Tout changement, surtout à ce niveau-là, à cette échelle-là, c'est pas facile. D'abord, les gens essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après, chacun va chercher sa nouvelle place dans cette nouvelle situation. Donc, c'était au management d'encadrer cette transition. Le management, heureusement, chez nous, ils ont bien compris qu'on dit, eux, ils étaient les premiers à créer une équipe Scrum. Donc, ils savaient déjà les problèmes à faire. Parce que j'imagine que c'est même comme dans vos entreprises. Essayez de joindre un top manager pour lui parler de quelque chose, c'est déjà difficile. Donc, de réunir une équipe de managers, top managers, pour faire du Scrum, c'est pas évident. Déjà, ils sont quasiment jamais dans le même endroit, le même temps. Ils n'ont jamais le temps, mais ils ont joué les jeux au départ. Donc, ils ont bien encadré la situation. Moi, j'ai eu des difficultés à expliquer comment on a fait la transition. Donc, j'ai choisi les personnages, la bande dessinée Asterix, pour un peu vous aider pour le avant et après. Donc, on avait chez nous les managers, c'est eux qui assignaient les tâches aux équipes. Ce n'était pas les équipes qui décidaient les tâches. Le manager dit, voilà, vous allez faire ça, ça et ça. Bon, ça pas tout à fait différent dans Asterix. Lui, il était manager, mais il avait toujours un manager quasiment au-dessus de lui. Donc, lui, il devrait reporter le progrès de son projet à son management. Donc, il y a cette notion de hiérarchie, de pression. Bien sûr, vous connaissez bien la structure. C'est le manager, c'est le responsable, le coupable, de qu'est-ce qui se passe. Si son équipe ne développe pas, c'est lui en premier qui devrait répondre le pourquoi à son management, qui eux répondent à leur management, etc., etc. Mais il était parfois pour rien. Ça peut être un bug chez Microsoft. Une autre équipe n'est pas fourni un module à l'heure, mais il était toujours coupable. Le système de focaliser sur une seule personne, chez nous, ça, on a vu, c'était partie des problèmes. D'autres choses avec un manager, que vous savez déjà, un manager peut faire la pluie et le beau temps. Pour moi, pour dire ça, c'est qu'un bon manager peut amener son équipe à être très productive.
Un mauvais manager, il peut plomber son équipe. Et comme dans les bandes dessinées d'Astérix, il a toujours un peu peur que la serre va tomber sur sa tête. Après, chez nous, qu'est-ce qu'ils ont devenu, tous les managers? Parce qu'on avait quand même, c'est une grosse organisation, donc il y a beaucoup de managers. Il y en a beaucoup de managers qui sont devenus des Scrum Masters. Mais ils ont pris un rôle différent. Ils ne sont pas managers, ils sont Scrum Masters. Donc il faut qu'ils ont compris la différence. D'autres qui sont devenus Product Owners. Parce qu'ils avaient un certain niveau d'expérience, ils connaissaient bien le produit, donc ils ont pris un rôle. Et d'autres sont partis, ils sont restés dans le management, ils sont devenus des stakeholders, des parties prenantes. Et d'autres, ils sont restés purement dans la fonction de manager. C'est-à-dire qu'ils gèrent une équipe, ou souvent maintenant c'est plusieurs équipes. Pas une équipe parce qu'avec Agile, ils n'ont vraiment pas besoin de gérer une équipe à temps entier. Et ils ont joué un rôle différent. Maintenant, ils ne disent pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, ils ont un rôle plutôt de parent. Ils aident les gens, les équipes, à trouver leur place dans la société. Ils sont bien sûr pompiers, c'est-à-dire qu'ils atteignent les feux aux policiers pour résoudre les conflits, différentes situations. Et bien sûr, ils reçoivent les équipes qui gèrent, ils reçoivent les obstacles qui remontent au management quand il y a des problèmes à résoudre. Mais quand même, ce n'est pas évident. Ils étaient managers, ils avaient un poste clé, ils étaient reconnus dans l'organisation. Beaucoup de gens cherchaient ce poste-là pour cette raison. Mais maintenant, les managers sont souvent chez Intergraph, ils ont double casquette parce qu'ils ont un représentant d'une équipe, parce qu'ils ont Scrum Master, Product Owner. Ou, dans certains cas, ils sont devenus équipiers, team members. Mais en même temps, ils ont un représentant de management. Donc, ça fait des difficultés parfois. Quand ils parlent d'équipe, une équipe, est-ce qu'ils parlent en tant que manager ou est-ce qu'ils parlent en tant que représentant d'une équipe? C'est toujours très difficile à gérer. Parfois, il faut qu'ils gèrent ces contradictions. Et souvent, il faut qu'ils gèrent les contradictions entre les managements qui a ses propres objectifs et les product owners qui eux-mêmes ont les objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc souvent, les managers ils se trouvent entre les deux. Les développeurs, on avait quand même basculé beaucoup de développeurs avec ce changement. Donc je vais juste prendre deux extrêmes, très caricaturels. On avait des développeurs stars. Là aussi, on avait les ombres. Asterix, on parle d'Asterix dans la bande dessinée. Maintenant, on dit Asterix et Obélix, mais c'est plutôt Asterix et puis Obélix qui est derrière. Bon, on va monter un peu plus. Le star, c'était le développeur indépendant, autonome. Il travaille rarement en équipe, ou avec une ou deux personnes clés, mais c'est tout. Il est star parce qu'il a une grande expérience. Il a travaillé sur beaucoup de projets, il a fait des preuves, il a monté des problèmes. Donc il a un bon vue du management à l'époque. Il avait aussi une grande liberté d'action. C'est le développeur qu'on met dans un coin. Alors, regardez, on veut passer de Microsoft SQL à Oracle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on laisse tout seul dans son coin pendant des mois. Travailler, c'est un problème. Parce que c'était un star. De temps en temps, le manager venait dire « Alors, t'es où? T'es où avec le truc ?» Ça, c'était comme ça à l'époque. Après, ces stars, ces vedettes de développement, ils ont entré dans les équipes. Donc, ils sont devenus parents pour les équipiers. Ils étaient obligés maintenant de faire un transfert de connaissances. Parfois, ça dépend des personnalités, mais parfois, ils étaient réticents à faire un transfert de compétences. Dans d'autres personnes, quand ils étaient tout seuls dans leur coin. Dans une équipe, ils n'ont pas de choix. L'équipe elle-même fait la pression qu'ils expliquent les choses. Bon. Bien sûr, il est moins productif qu'avant, dans un certain cas. C'est-à-dire que maintenant, il passe un peu plus de temps à expliquer aux gens. Il doit expliquer qu'est-ce qu'il fait. Il doit expliquer tous les jours qu'est-ce qu'il fait.
Il ne faisait pas ça avant. Peut-être il expliquait quand il a fini le travail sans problème, mais pas avant. Donc ça impacte un peu la productivité de cette personne-là. Mais pas en général, parce que les autres personnes de l'équipe, ils accumulent la connaissance que lui, il a accumulée pendant des années. Donc les autres membres de l'équipe, ils deviennent plus productifs pour la société. Mais on a aussi reconnu que ces gens-là, on a quand même besoin de ces gens-là dans la société. Donc on a décidé de créer un système qui s'appelle Gold Card. Gold Card, c'est quoi? C'est la possibilité d'un équipier de sortir d'un sprint ou de 2 sprints. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler sur une nouvelle idée ou résoudre un problème qui n'est pas dans le carnet de sprint, le backlog de l'équipe actuelle. C'est peut-être juste une idée, c'est peut-être beaucoup de choses, c'est peut-être une nouvelle technologie que le management veut étudier. Donc on utilise ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience, on leur donne la possibilité de sortir le sprint, mais juste pendant une très très courte période. Ils peuvent aussi intervenir chez les clients. Nous avons des clients partout dans le monde. Donc parfois, nos clients sont sur des gros projets qui durent 5 à 10 ans. Et parfois, ils tombent sur des problèmes, des bugs, ça arrive dans le logiciel, et qui empêchent la productivité de nos clients. Donc, dans ce cas-là, on va envoyer un développeur clé pour résoudre le problème. Mais aussi, le Gold Card permet l'équipier d'aider une autre équipe. Mais c'est des choses qui sont très ponctuelles. C'est le management qui attribue les Gold Cards et c'est très exceptionnel parce que normalement, dans Agile, Scrum, les équipiers doivent travailler sur le carnet de l'équipe, donc dans le backlog. Et c'est que dans les cas exceptionnels, ça arrive. Mais ça aussi, ça donne un peu plus un peu le statut de star qu'ils avaient avant, mais dans un contexte beaucoup plus restreint. Dans la façon aussi de les aider avec la motivation. L'autre extrême, donc c'est caricature, développeur, on va dire lambda, dans l'équipe de développement, il avait un rôle un peu plus restreint. Donc, livre de minier. Il était content, il faisait toujours la même chose, peut-être qu'il faisait toujours des modules tests, peut-être qu'il faisait toujours travail sur un truc mathématique tout le temps, il faisait que ça. Ça l'a sorti. Et aussi peut-être c'est quelqu'un qui aidait les autres équipiers. C'était pas la durée de l'organisme, mais il faisait des tâches souvent peut-être répétitives, manuelles, que les autres personnes ne voulaient pas faire, mais il fallait faire pour sortir le produit. Donc cette personne-là, de temps en temps, il prend l'initiative, mais quand même, il préfère rester dans son précaré. Il est tout content de livrer meunier, toucher son sanglier tous les mois. C'était ça, c'est ce rôle. Ces gens-là n'existent plus. Maintenant, ils sont obligés à prendre des tâches qui sont dans le carnet de sprint. Même si c'est des choses qu'ils n'ont jamais travaillé avant. Ils n'ont pas de choix. Ça crée des problèmes au départ. Mais parfois, c'est impressionnant de voir comment l'équipe encourage ces gens à sortir de le précaré. Il est obligé maintenant à porter son statut tous les jours. Avant, il essaie aussi un peu de cacher, un peu comme la star, mais pour des raisons différentes, de cacher derrière son module, sa façon de faire des choses. Et maintenant, ils sont en train d'élargir le domaine de compétences. Et on a trouvé que ces gens-là, ils sont plus valorisés maintenant qu'avant. Et on a su aussi, ce n'est pas dans le slide, mais aussi une autre chose qu'on a trouvé avec ces gens-là, quand ils ont compris le système, ils deviennent un peu les coachs Scrum dans les équipes. Parce qu'ils vont, quand les gens déplacent les 15 minutes pour les réunions, etc., quand ils ne suivent pas les time box, tout ça, c'est souvent ces gens-là qui sont les premiers à dire attention, c'est fini, on y va là. Je ne sais pas s'il y a une question de personnalité, il y a peut-être des psychiatres qui veut dire ça. Maintenant, j'ai parlé du product owner. Product owner, avant. On n'avait pas. On n'était pas Scrum ni Agile. Donc, on était obligé de chercher les product owners un peu partout. Donc, les chercher, c'était des chefs de produits, directeurs de produits, business development, et les managers aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les managers qui sont devenus. Si on lit les guides Scrum, on a l'impression que le product owner, c'est peu lui.
Parce que ça fait beaucoup d'ingrédients pour faire un bon backlog. Il faut qu'ils comprennent le produit, les clients, il faut beaucoup de choses. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est le pilier de Scrum. Et s'il fait un bon backlog, il fait quand même la force à l'équipe. Il donne des choses à l'équipe. Mais après quelques années plutôt quelques mois de Scrum, si on parlait de Product Owner, ils ont l'impression d'être plutôt lui. Pourquoi? Lui, ça change de risque. C'est la personne qui, chaque fois qui chante dans le monde dessiné, tout le monde n'aime pas ces chansons. Pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est une grande entreprise. On a des stakeholders partout. On a des managers internes qui demandent des choses au Product Owner. On a le support client. On a des commerciaux. On a des clients internes. Les clients internes, c'est, je dis, des pieds des clients parce qu'ils bombardent les Product Owners avec des mails, des coups de téléphone, vous dire mon item dans le backlog, pourquoi c'est pas plus haut, etc. Et des clients externes. Est-ce que vous vous souvenez des premières transparences de nos clients chez Intergraph? Nos clients sont partout dans le monde. Donc nos Product Owners sont des clients qui demandent des choses de partout dans le monde. Et moi. Donc, un Product Owner chez Intergraph, il a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc, parfois, il y a des difficultés à gérer un backlog, d'ordonner les priorités, parce que les priorités, ça change tout le temps. Si le Product Owner ne parle que à son équipe de ses problèmes, il risque d'être plutôt comme ça à la fin. Parce que l'équipe s'est dit, bah, ce n'est pas notre problème. Vu le Product Owner, ils sont là pour l'aider quand il y a question sur les tâches, le temps et tout ça. Mais quand lui parle de ses clients, tout ça, ça devient beaucoup plus abstrait. Donc, quand il commence à parler comme ça, l'équipe aimerait bien le mettre Product Owner quelque part où il parle à lui que de ses propres problèmes. Donc, on a vu chez Intergraph qu'il y avait un espace parfois entre Product Owner et l'équipe, surtout quand il y avait beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un Scrum des Product Owners. Comme ça, les Product Owners, ils parlent entre eux des problèmes. Et c'est un Scrum focalisé sur un produit d'Intergraph. Comme ça, ces gens-là, les Product Owners, ils vont tous faire le même bout. C'est-à-dire que la sortie d'une version ou d'un produit, bien sûr, ils amènent les équipes avec eux. Donc, on sait très bien qu'ils vont tous faire le même bout. Ça aussi, on a vu que ça aide énormément à créer une sorte d'encadrement des équipes, un peu par hasard. C'est-à-dire que, comme ils parlent entre eux, les Product Owners, ils parlent aussi avec leurs équipes. Donc, les équipes commencent à avoir la même notion de complexity, de definition of done. Ça devient le même. Pas tous sont exactement les mêmes critères, mais il y a une liste minimum de critères qui aident sortir liste minimum qui aide à la faire sortir du produit. On a synchronisé toutes les routes de sprint au même jour, plus ou moins 2 jours. Comme ça, on n'a pas, si on va au travail tous les jours, on n'a pas un sprint review chaque jour, parce que sinon, on passe tout le temps à regarder les sprint reviews. Donc, ils ont mis 1 ou 2 jours où les gens qui sont sur le même produit peuvent regarder les sprint reviews des autres équipes. Ça aide avec l'intégration et la sortie du produit. Donc, le Product Owner, maintenant, on a fait autre chose pour l'aider. On a créé des groupes sur LinkedIn. Parce que je dis tout à l'heure, on a des clients partout dans le monde. Donc, ces clients-là, ils ont les besoins. Eux, ils peuvent communiquer avec nos Product Owners par ces groupes-là sur linkedin.com. On fait l'enrichissement de nos sprint reviews. Parce que nos sprint reviews sont systématiquement faits en anglais par les équipes. Même si l'équipe n'a pas de langue maternelle anglaise, comme la langue de travail de l'entreprise est anglais, on demande que les sprint reviews soient en anglais, ils sont enregistrés, ils sont postés sur box.net. Comme ça, les clients peuvent regarder les sprint reviews d'une équipe qui est peut-être au bout du monde. Donc l'équipe à Washington peut enregistrer sa sprint review, puis un client qui est en Chine peut regarder le lendemain. Une chose qu'on a appris
douloureusement que le product owner, Scrum Master et le management doivent avoir le même message devant une équipe. Sinon, ça crée énormément de problèmes. Je vous donne un exemple. J'ai assisté une époque à un planning, la première journée de planning d'une équipe. Le product owner était là en train de présenter le backlog de carnet à l'équipe. Et puis le manager de l'équipe arrive sur place. Elle a dit, je ne suis pas d'accord avec le backlog, c'est tout faux là. Et puis elle a commencé à démonter le backlog devant son équipe. Malheureusement pour l'équipe, ça a créé une ambiance très tendue pour le planning et ça a été très embarrassant pour le product owner pour deux raisons. D'abord, personne ne l'a défendu. Et deuxièmement, sa position dans la société s'était un peu affaiblie. Pourquoi elle a fait ça? Elle avait des raisons qui étaient bonnes, mais ce n'était pas le moment. Elle n'a pas compris que maintenant, on n'était plus dans le système dirigé, on était plutôt dans l'agile. Et pourquoi les membres de l'équipe, que je les posé des questions après, pourquoi ils n'ont pas intervenu? Parce que moi, j'étais stakeholder à l'époque. Ils ont dit, c'est elle qui fait nos reviews, c'est elle qui donne quels sont nos bonus. Et le Scrum Master aussi travaille pour elle. Donc personne ne voulait dire, non, ils avaient tous peur d'elle. C'est un peu dommage, mais c'est le problème. Donc on a le message maintenant, la direction, le management a bien compris que il y a des moments qu'il faut parler, mais des moments qu'il ne faut pas parler. Et quand ils parlent aux équipes, il faut parler avec le même message. Maintenant, je vais parler des nouveaux membres. Nouveaux membres, des gens qui arrivent dans des équipes existantes. Le monde d'équipe, ça change. Je dis, tout début, après 2 ans, on avait 63 équipes. Maintenant, on a 74, parce que les équipes sont vont, d'autres sont créées, augmentées en taille, etc. Parce que quand même, nous sommes une grosse société, nous cherchons de nouveaux marchés, nous créons des nouveaux produits. Aussi, des progrès technologiques, des choses changent. Donc, il faut qu'on adapte, on change aussi. Donc, les équipes, ils changent tout le temps. On prend des gens dans une équipe, maintenant dans une autre équipe, on crée une nouvelle équipe, former d'autres membres des autres équipes. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous, dans nos équipes? Quand il y a un nouveau membre, on met en place quelques règles de base. D'abord, le parrainage. Quand un nouveau membre d'équipe, nouveau équipier arrive, il est toujours parrainé par une personne qui est déjà dans l'équipe. Deuxième chose qu'on fait, c'est le pair programming. Ça, c'est quand 2 développeurs travaillent sur le même bout de code pendant une période. On trouve que c'est un excellent outil pour former des gens. Et les équipes font systématiquement le code review. Nous, c'est juste 2 personnes, mais parfois, on a fait des code reviews par équipe pour qu'ils puissent regarder pourquoi une personne, un membre d'équipe, a changé un module. Et on a trouvé que ça aussi, ça aide. Donc, Scrum en général, nous avons trouvé que ça aide énormément à intégrer des gens, soit des nouveaux membres, soit d'une équipe, soit des nouveaux employés dans la société. C'est une partie très positive. Nous avons, comme je dis, nous sommes une grosse société, donc nous avons des équipes virtuelles ou distribuées, c'est aussi un terme qui est utilisé. La collaboration ne dit pas aujourd'hui, ce n'est pas en réalité. On a plus en plus d'équipes qui sont un peu partagées. Une raison de ça chez des grandes entreprises, comme vous savez tous, c'est qu'on est en train de créer des normes sans développement en Inde et en Chine, parce que ces gens-là sont moins chers. Donc les directeurs financiers des sociétés disent on va embaucher 10 personnes en Inde plutôt qu'une en France ou une aux États-Unis. Donc maintenant, nous sommes face à la réalité qu'on a des équipes qui sont un peu partout. On a 2 exemples ici à Paris. On a une équipe qui a des membres qui sont plutôt à Paris, mais il y a une personne qui est en Bourgogne et une autre personne qui est à New York. New York, c'est 6 heures de moins de Paris. Notre équipe qui a des personnes à Paris, mais aussi des équipiers qui sont en Chine, à Shanghai. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont 7 heures d'avance que nous. Et notamment des autres équipiers qui sont à Huntsville, Alabama, 7 heures de moins que nous. Donc ça fait une équipe. Avoir des réunions unifiées, c'est pas du tout évident. Cette équipe-là, c'est l'équipe mathématique. Et avoir des experts mathématiques, pour les trouver, c'est pas évident. Donc je sais pourquoi cette équipe est sur plusieurs continents.
Donc, pour les équipes qui sont distribuées, il faut les choses qui sont importantes. C'est la communication. Donc, on a fourni avec toutes les équipes les outils pour se communiquer. Ça fait partie, quand on est en colocation, c'est très facile à communiquer, mais quand on est partout dans le monde, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on utilise des outils comme WebEx, Skype. Ils ont systématiquement les équipes qui sont distribuées, c'est le travail. Ils ne travaillent pas aussi avec les collègues d'un côté, mais parfois, ils ont Skype en téléconférence. On a des taskboards virtuels. Comme ça, ces équipes-là, en général, ils ne sont pas un tableau blanc, ils ont un tableau virtuel sur le site Wiki. Ils suivent tout avec ce taskboard-là. Et bien sûr, comme je dis tout à l'heure, ils ont le site Wiki et SharePoint. Donc, ça prend aussi beaucoup plus d'organisation pour ces équipes. Donc, l'équipe qui est en France et à New York, les réunions, c'est que de l'après-midi. Parce que la personne à New York, il est au lit. Pour les autres équipes qui sont en Chine, Paris, Huntsville, c'est Paris qui fait le pont entre les deux parties de l'équipe. Le matin, ils font une mêlée quotidienne avec l'équipe en Chine. Et l'après-midi, ils font une deuxième mêlée avec l'équipe, partie de l'équipe plutôt, qui est aux États-Unis. C'est un effort, c'est un coût. Les équipes ne sont pas aussi productives que les équipes qui sont en collation. Mais c'est évident. Mais c'est fait pour des raisons techniques et financières qu'on a des équipes qui sont ça. Mais il faut faire attention avec ce qui sont nos équipes distribuées. Il faut toujours maintenir les liens. Il faut toujours que les équipiers sachent qui sont les autres personnes, même s'ils ne sont pas physiquement sur place. Il faut essayer d'encourager, les liens sociaux. Donc, parfois, les équipes se réunissent dans le même endroit pour se rencontrer, pour un peu parler de la vie autre que le travail. Et bien sûr, on a des photos, les équipes ont des photos sur les sites Wiki, mais aussi webcam pour parler, juste pour parler, parfois en encourageant à parler, pas du boulot, mais l'enfant qui est né, le dernier film qui est sorti, etc. Les élections, comme vous voulez. Mais une chose qui n'est pas évidente, si vous ne travaillez pas dans des équipes qui sont internationales, c'est qu'on a essayé d'encourager la tolérance. Parce que les équipes qui sont à distance, quand même, ils n'ont pas les mêmes informations. Ils n'ont pas même toutes les mêmes perceptions, ils n'ont peut-être pas la même langue maternelle, ils n'ont peut-être pas la même culture que les autres membres de l'équipe. Donc, ça crée parfois des confusions. Donc, il faut que les équipiers comprennent que les équipiers qui ne parlent pas la même langue, ils ont quand même parfois pas la même perception qu'eux. Et qu'il faut qu'ils travaillent sur ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait chez nous pour outillage et technique? Parce qu'on a commencé avec Scrum, mais on a vite fait que nous sortons des gros produits avec des équipes qui font de l'intégration sur des produits qui sont, dans certains cas, plusieurs millions de lignes de code avec des centaines de personnes qui travaillent dessus. Donc, on n'a pas que fait Scrum, on a fait aussi recherche sur l'outillage utile qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a regardé? Les différents produits qui sont marchés pour le dashboard. Après 18 mois, on a choisi version 1. Ce n'était pas que version 1 qu'on a regardé. Il y avait plusieurs équipes qui ont regardé, ils ont voté, ils ont décidé qu'ils utilisaient version 1. Donc on utilise version 1 pour la gestion de carnet des sprints, le carnet des produits des équipes. C'est aussi ça, un autre atout qui n'est pas marqué dans la transparence, c'est que version 1, ça faisait aussi une bonne intégration avec notre système de suivi des problèmes chez les clients, des bugs chez les clients. Donc ça nous aussi permet un peu de faire une gestion de projet. Ce n'est pas le côté plus positif de version 1, mais la façon qu'on utilise chez nous, ça aide un peu les équipes, surtout à distance, de suivre ce qui se passe dans le projet. Nous avons aussi rapidement vu qu'il fallait une équipe qui fait que outillage et intégration. Parce que comme je dis, on a des équipes partout dans le monde qui tous veulent intégrer pour sortir le même produit. Donc on a vite vu que ce n'était pas que Scrum, mais c'est aussi Agile, mais XP, toutes ces méthodologies, on avait des idées qui étaient très pratiques.
Donc on a d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? C'est qu'ils ont mis en place des systèmes virtuels avec Zen Server. Ce Zen Server, c'est juste par hasard, pas de raison technique. Eux, ils ont choisi. Je ne connais pas les détails. Mais donc on utilise ces systèmes virtuels pour avoir des serveurs de base de données qui sont disponibles 24/24 pour n'importe quelle équipe dans le monde. Aussi, on crée des machines virtuelles pour les vérifications du produit, pour aider le support client et aussi pour faire des tests, pour faire des vérifications de la qualité. Et très important dans Scrum, c'est l'intégration continue. Parce que du départ, on n'avait pas le management, n'avait pas compris que si on veut mettre beaucoup d'équipes Scrum rapidement, à la fin de chaque sprint, qu'est-ce que ces équipes veulent faire? Ils veulent prouver, ils veulent montrer que ils ont fait le definition, que le module est disponible et peut être intégré dans le produit. Mais si on n'a pas des outils d'intégration continue, à la fin de chaque sprint, le premier sprint qu'on a fait, les équipes râlaient, ça montait tout de suite en obstacle management. On va intégrer, on ne peut pas intégrer, l'équipe de build, l'intégration n'est pas dispo, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a créé une outil qui s'appelle Smoke Build. Smoke Build parce que c'est éphémère, c'est une machine qui fait, quand un développeur, il a fait un changement de module dans le système, il enregistre ces changements dans la base de données source safe, et après le contrôle de source. Et puis, tout de suite, ce utile, ça crée une machine virtuelle qui intègre tout de suite son changement de module. Et si il y a un problème, si ça ne compile pas, s'il n'intègre pas correctement le module, cette machine envoie tout de suite un email à la personne qui dit attention, ça n'a pas marché, il faut le réparer. Quand l'intégration marche correctement, la machine disparaît. Si la machine reste plus que 2 jours sans que le développeur a réagi, ça monte à son management. Donc c'est une façon continue de faire automatique, de faire l'intégration continue. Comme ça, les équipes qui sont soulagées, ils savent qu'ils peuvent monter à la fin de chaque sprint, que le utile marche. Mais comme j'ai expliqué, nous sommes sur des grands projets. Nous avons des produits qui sont maintenant, quelques produits qui sont 10 ans d'ancienneté. On a créé aussi une autre outil qui s'appelle Chaotic Checking. Il crée des machines virtuelles, mais il crée des machines virtuelles, mais qui sont prises de vue particulière d'un produit. C'est-à-dire que si un client a une version qui date d'il y a 2 ans, le développeur peut créer une machine virtuelle avec exactement cette version, avec le source code qui va avec, pour regarder le problème chez le client. Donc s'il y a dans son carnet sprint, son backlog, il a un problème client, c'est une version qui date d'il y a 2 ans, il peut avoir une machine rapidement et regarder le problème. Vous avez dit, pourquoi on a des clients? On a parfois des clients qui ont des versions qui datent d'il y a 5 ans. C'est parce que, si vous souvenez au départ, on a des clients qui travaillent sur des usines, des bateaux, des plateformes pétrolières. Ça, c'est des projets qui durent des années. Donc, eux, ils utilisent notre logiciel pour créer ces choses-là. Ils veulent parfois garder la même version pour un certain temps. Parce que la migration de version en version, ça les coûte trop cher, c'est trop compliqué. Donc, parfois, on est obligé à faire du support des versions très anciennes. Donc, on a créé cet outil-là qui permet de le faire. On a aussi rapidement vu que pour être sûr que la qualité est là, l'intégration continue est là, il faut qu'on fasse les tests. On encourage les gens de faire le TDD, le Test Driven Development. Chez nous, en général, on utilise un outil qui est fourni par Hewlett Packard qui s'appelle Quick Test Professional. Il y a d'autres dans le marché, mais c'est ça qui est choisi par nous. Ça permet rapidement, avec des scripts, des éleveurs, de créer leur propre test. Donc, il peut créer le test avant d'avoir fini le module. C'est très facile. Et ça aussi permet de façon interactive de faire tourner les produits pour que les gens de support, certification, peuvent aussi regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, quels sont les résultats tangibles? Est-ce qu'on a dû faire ça? Est-ce que ça méritait le coup? Ça, c'est un peu les commentaires sur les équipiers après que 2 mois de Scrum. On n'attendait pas ça. Le management, ils attendaient plutôt des réactions très négatives parce qu'on demandait aux gens de changer. Mais qu'est-ce qu'un peu on n'a pas, ils n'avaient pas compris, c'est que pour les développeurs, c'était génial. Ils n'avaient pas un manager qui disait qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, il commence à être visible
par eux-mêmes, mais aussi visible partout. Ils voyaient qu'est-ce qui se passait. Attendez, je prends mon temps. Donc, je ne vais pas regarder les étapes. Vous pouvez regarder ça plus tard. On a aussi vu qu'on a posé des questions, on a fait des sondages, d'accord, rapides avec les gens. Donc, il y a, au départ, on a des sondages qui disaient que est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils sont plus productifs, est-ce qu'ils voulaient retourner marche arrière. Ben non, en général, les gens, quand ils ont répondu au sondage, ils ont été très positifs. Mais ce sondage était anonyme, on ne savait pas qui répondait. On avait quand même des remarques qui étaient très négatives, mais en général, les gens étaient très positifs. Donc, pourquoi c'est une réussite chez nous? Parce qu'une grande chose, c'est que la direction s'impliquait tout de suite au départ. Ils ont soutenu le projet. Il y avait des conflits au départ, mais eux, ils ont soutenu le projet dès sa naissance. On avait quand même des gens qui étaient très forts. On a des équipes techniques très fortes qui ont compris, ils ont soutenu le projet aussi. On a amené des gens de l'extérieur pour nous conseiller. C'est pas les managers internes qui s'est formé, puis après, ils disent à tout le monde. On a pris des gens qui avaient des expériences de faire des projets similaires. On a mis en place le projet de façon agile. On a laissé les équipes elles-mêmes choisir d'adopter Scrum ou pas. Et on a fait en place des outils, des procédures pour aider les équipes à faire de Scrum et Agile. Très important. Et on continue à améliorer le process. On n'est pas resté Scrum, on cherche toujours des nouveautés. On écoute les gens, on amène les gens pour parler. Il y a que 2 semaines, Jeff Sutherland est allé au siège pour parler aussi. Sweet, pourquoi être sweet? On est Scrum, non? C'est pas parce qu'on est Scrum, on va rester sur place. On doit. Donc, je vais donner cette citation. Il faut toujours regarder, toujours bouger. Sinon, Intergraph n'est pas devenu une grande entreprise, pas restant avec les fesses sèches. Elle a bougé aussi, elle a adopté, elle a vu des problèmes. Donc, continue à regarder. Maintenant aussi, j'ai parlé de PPM au départ. On avait 2 divisions, PPM et SI. SI, maintenant, ils n'étaient pas. Ils sont lancés depuis quelques mois. Donc, notre Scrum Master, coach chez PPM, est maintenant parti chez SI pour faire la même chose. On regarde un peu aussi, ils sont 9000 pour aider les équipes à documenter certaines pratiques qui sont utiles pour faire du Scrum. On a aussi entendu regarder, on a trouvé que le moyen des sprints était 4 semaines, mais on a essayé maintenant de le réduire à 2 semaines. Surtout quand on va vers la fin de la sortie d'un produit, on a besoin d'être plus réactif. Pardon, juste une dernière chose, on a embauché, comme Hans est parti chez SI, on a embauché un nouveau coach externe qui s'appelle Scott Duncan, qui est membre de Scrum Alliance Board. Donc, il y a du costaud derrière pour nous conseiller. Bon, je remercie les gens qui m'ont aidé avec cette présentation. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est fait? Les Américains font les reviews en anglais, et les Français et les Allemands. Oui. Comment vous faites ça? Parce que je travaille pour l'entreprise et c'est un grand problème pour moi. Un grand problème. Il y a des gens qui parlent anglais couramment, mais d'autres personnes, oui, c'était difficile au départ. Je me souviens, il y avait on va dire, quelques obliques qui n'ont jamais quasiment parlé l'anglais de leur vie. Et maintenant, ils ne sont pas obligés. Mais les gens sont très tolérants, parce que je me dis, on a des équipes partout dans le monde. Et parfois, ces gens-là qui parlent un peu mal l'anglais, ils sont plus facilement compris par les autres équipes que moi quand je parle anglais, parce que je parle trop vite. J'ai juste parfois des termes. Donc, s'il y a des côtés positifs, mais ça a pris un peu de temps. Mais c'est une esprit d'équipe, surtout en France. Les gens, ils s'amusent, ils parlent, ils moquent quand notre personne parle anglais, mais pas dans l'esprit vu qu'on est clients, bien sûr, mais
en off après, mais ça, ils arrivent. Mais ça fait un peu aussi partie de travailler pour une grosse société qui utilise l'anglais comme sa langue de business. Mais c'est pas évident au départ, je suis d'accord. D'accord. Merci. Okay. On va arrêter là, mais voilà, donc vous avez des questions, on va parler plus tard.